Philippe Massol s'est joint à nous et nous allons parler avec Philippe d'un sujet intéressant qui est la question de la prospection téléphonique et du soin qu'on doit apporter à son client par rapport au temps qu'on peut gagner à faire des tas de coups de fil en même temps. Alors, qu'est-ce qui t'a amené sur la question de la vente là? Parce que là, on est encore plus loin, quoi. Ah ouais, mais la vente, ça fait évidemment longtemps que je suis sur la vente, parce qu'en fait. Je voudrais préciser que tu es docteur en. Ah ouais, alors moi je suis docteur en immunologie au départ. Après, j'ai fait un MBA avant de rejoindre un fonds d'investissement. Moi, j'avais une spécialité en finance et en stratégie. Mais en fait, fondamentalement, quand tu as ton propre business, le premier truc que tu dois faire, c'est de vendre. Et quand tu as ton propre business, t'as beau être en B2B, si tu commences à prendre ta voiture, aller voir les clients un par un, en fait, c'est pas rentable. Tu peux pas trouver de clients. D'autant que je m'étais rendu compte à l'époque assez vite que les gens qui insistaient vraiment pour que tu viennes, c'est parce qu'ils voulaient voir ta tête, mais ils s'en foutaient d'acheter. C'était pas des acheteurs. Ceux qui avaient vraiment un problème à résoudre, ils en ont rien à faire de te rencontrer. S'ils ont un problème à résoudre et que tu peux leur résoudre, ils te signent le contrat à 200 km d'écart. Et parfois des toutes petites astuces, ça te permet de gagner du temps. Je me rappelle en particulier parce que j'interviens pas mal dans des facs, des écoles de commerce. C'était sur Paris, il y avait je crois que j'interviens à la Sorbonne. Donc à la Sorbonne, le gars dit ah ouais c'est intéressant ce que tu fais, on se met d'accord sur tout. Et le gars il me dit bah maintenant ça serait bien qu'on se voit quoi. Je dis ok, on va parler de quoi? Et le gars me dit ah bah ouais c'est vrai on a déjà tout dit donc c'est pas la peine. Et là j'ai gagné une journée et un aller-retour. Donc parfois il faut juste savoir poser la bonne question et on gagne une journée et on gagne 200-300 euros quoi. Et donc là, ça amène aussi à cette thématique de pourquoi on travaille au téléphone, pourquoi faire de la prospection au téléphone. Parce qu'en fait, tout le monde dit « Ah mais moi je suis vachement plus à l'aise en face à face ». Ah bah évidemment, si tu arrives à avoir un rendez-vous en face à face, le gars il va pas te sortir Manu Militari au bout de 30 secondes. Donc il est poli, il t'écoute même, enfin il t'entend même s'il t'écoute pas. Et donc t'es toujours plus à l'aise. Mais des rendez-vous physiques, il faut les obtenir, il faut se déplacer, ça prend du temps, ça coûte très cher. Alors j'avais un client qui avait estimé que ça lui coûtait dans les 400-500 euros le rendez-vous entre les salaires, les frais de déplacement, la bagnole, les hôtels, machin, donc ça revient très très cher. Et certes, si tu es au téléphone, tu convertis moins, mais tu appelles vachement plus. Alors du coup, on en arrive à un truc un peu bizarre, c'est que comme au téléphone, tu peux appeler beaucoup, et en particulier jusqu'à mars dernier, tu te dis, on va appeler en masse. Et donc, on va avoir une technique assez simple, qui est que j'ai une attachée commerciale qui va passer 150 coups de fil dans la journée et qui va demander des rendez-vous pour des commerciaux. D'accord? Et donc, tu vas faire de la masse comme ça. Alors, c'est ce qui est souvent recommandé. Il faut faire de la masse. Alors, ce qui pousse dans ce sens-là, c'est aussi toutes les nouvelles boîtes qui font de l'automatisation de prospection, de l'automatisation de lead, du marketing, content, etc. Qui est qu'il faut faire de la masse très rapidement. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que les gens ont complètement oublié que en B2B comme en B2C, en fait, la vente, c'est un contact humain, quoi. C'est-à-dire que tu parles aux gens. Et donc, tous ces aspects d'automatisation, de je trouve des leads, etc., en fait, moi, j'ai réalisé un truc, c'est que ça donne la seule raison d'être de tout ce truc-là. Bon, alors, c'est d'avoir un contact, mais c'est de donner un alibi pour appeler quelqu'un au téléphone et discuter en vrai, quoi. Alors, l'alibi, c'est quoi? C'est la raison pour laquelle je t'appelle. Et ça peut être n'importe quoi. C'est-à-dire que tu vas sur LinkedIn, tu te fais une demande de contact manuellement. Le gars accepte le contact là, maintenant. Tu prends ton téléphone parce qu'il a laissé son téléphone, tu l'appelles sur son portable. Et la raison de l'alibi, c'est « Ah, vous avez accepté mon contact il y a 15 minutes. » Alors, après, c'est plus subtil sur comment on pose la question. Il y a des questions intermédiaires où on va dégager du temps pour chez la personne. On va demander « J'espère que je vous dérange pas. » Si elle dit « Ok », du coup, il est bloqué psychologiquement. Il va pas te raccrochonner même s'il est occupé. Mais en gros, tu as un bon alibi pour l'appeler. Tu connais son profil et là, tu discutes. Et en fait, en particulier, si tu es en B2B et que tu as des trucs chers à vendre, tu as intérêt à lui occuper de l'espace-temps. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est pas de dire je vends un truc, parce qu'en fait, le gars achètera jamais comme ça. La réactance, j'ai pas envie d'acheter ce que tu me proposes. C'est que ton but, c'est de créer du lien. D'accord? Et pour créer du lien, il faut occuper de l'espace-temps. Il faut raconter des trucs intéressants. Alors, les trucs intéressants, ça va être du storytelling de vente. Donc, le storytelling, c'est une structure du discours. Ça raconte des choses intéressantes. Et dans le fond, pour raconter des trucs intéressants et pour tenir quelqu'un longtemps au téléphone, en fait,
il faut que, au bout d'une heure, si tu lui parles pendant une heure, et il faut tenir une heure, je reviendrai là-dessus après, et ben il faut qu'à la fin d'une heure, il se dise ah putain c'était cool, j'ai appris un truc que je savais pas quoi. Ça je savais pas. Ben je sors de l'entretien avec quelque chose de plus. Et alors il faut que ce genre de lien que tu crées, il se fasse au tout premier coup de fil. C'est-à-dire que tu peux pas dire j'appelle, je passe 3 minutes, est-ce que vous avez le temps plus tard pour. Non, en fait le gars il va te dire mais c'est pourquoi est-ce que vous m'appelez, qu'est-ce que vous me vendez? Parce qu'il n'a pas envie de prendre un rendez-vous pour plus tard. Alors peut-être qu'avant le Covid, les gens ils étaient optimistes, ils avaient du temps. Allez, pourquoi pas. Depuis le Covid, en fait, tout le monde flippe. Donc en fait, tu as le cerveau reptilien des gens. Là, il y a la peur, la trouille et l'angoisse qui a été activée. Il n'y a plus personne qui a le temps pour rien. Et même il y a des comportements complètement irrationnels. Avec des secteurs d'activité comme la construction métallique où les gars, ils gagnent l'argent, ils gagnent autant qu'avant, mais ils ont coupé tous les budgets sur tout. Ils veulent pas, ils se forment pas. C'est une bonne occasion, alors qu'ils gagnent l'argent, de trouver, par exemple, de travailler sur la valeur et essayer d'augmenter leur marge parce qu'ils travaillent à faible marge. Donc sur le principe, le truc les intéresse, mais ils disent non, mais là on n'a pas de budget. C'est pas qu'ils ont pas de budget, c'est qu'ils ont la trouille. Et donc les gens veulent comprendre de la valeur assez vite, d'accord ? Alors, au-delà du discours sur la valeur, tu as un autre élément sur l'enjeu d'occuper de l'espace-temps, en fait, au téléphone. Mais c'est vrai aussi en face à face, c'est pas qu'un problème de téléphone. Et pour comprendre ça, je vais faire référence à Chinal Iyengar qui travaille sur le paradoxe du choix. Donc là, il y a une conférence TED là-dessus. Et qui dit que un chef d'entreprise va faire 100 à 150 décisions par semaine. Et le temps nécessaire pour prendre une décision, dans la majorité des cas, c'est moins de 9 minutes et pour 10-11% des décisions, c'est 1 heure ou plus. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que quand tu te donnes 1 heure pour décider de quelque chose, c'est pas une décision consciente. C'est-à-dire que inconsciemment, ton inconscient te dit bon, allez, là, ça mérite 1 heure pour décider d'acheter ou de pas acheter. Alors, pour illustrer mon propos, je vais faire une petite parabole. Tu dois acheter un téléphone mobile avec un certain nombre de caractéristiques physiques. Alors, il faut que ce soit en 4K, etc. parce que tu en as besoin pour ta boîte, pour faire des vidéos. Et tu vas à la Fnac. Alors, à la Fnac, t'as pas un vendeur pour toutes les marques. Tu as un îlot avec chacune des marques et un vendeur par marque. Donc, tu arrives au premier vendeur. Toi, mentalement, tu as 1 heure de temps mental pour choisir. Et le premier vendeur, Huawei par exemple, première hypothèse, il te donne des informations, on va dire qualitatives sur l'appareil. Tu vois bien que ça correspond au cas des charges, mais il part pas. Il continue à discuter avec toi, il répond à tes questions. Quand tu es en train de réfléchir, il est devant toi, il bouge pas, et ça prend 1 heure. Au bout d'1 heure, en fait, tu as été qu'avec lui, et inconsciemment, ton temps mental accordé à la décision, tu l'as entièrement bouffé. Donc quand au bout d'1 heure, tu termines l'interaction avec ce vendeur-là, tu vas peut-être aller voir un deuxième vendeur, mais vite fait, histoire de te donner bonne conscience, parce que tu sais que le premier produit te correspond, et tu vas pas en faire 10, quoi. Et donc, la probabilité que tu achètes chez le premier est assez forte. Maintenant, autre cas de figure, tu arrives à la Fnac, et le gars, il a pas le temps. Le vendeur a pas le temps. Il passe 5 minutes avec toi, il te donne des informations factuelles sur le truc qui correspondent bien à ton cahier des charges. Le truc, c'est que toi, il te reste 55 minutes de temps mental pour décider. Et ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller voir un deuxième vendeur, qui t'accordera 5 minutes, puis un troisième, puis un cinquième, puis un 10e. Et finalement, le premier vendeur, il est un vendeur parmi 10, quoi. Donc, tu n'as pas plus de chances de vendre que les autres. Et en B2B au téléphone, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu appelles quelqu'un sur un sujet qui le concerne à un moment donné, que tu lui amènes une valeur et que tu lui occupes de l'espace mental pendant 1 heure, en fait, lui, ce sujet qui le préoccupe, alors pour moi, mon cas, je fais des formations à la prospection téléphonique. Ce qui le préoccupe, c'est de trouver des nouveaux clients. Il en a parlé avec toi pendant 1 heure. Dans sa tête, peut-être que c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures de décision, d'accord ? Mais tu lui as pris de l'espace-temps, il va bien se rappeler de toi, tu lui as amené de la valeur et ça va être plus compliqué pour quelqu'un qui vient derrière. Et donc, en fait, tu as une rythmique dans la prospection téléphonique qui est particulière, qui est entre les coups de fil et dans les coups de fil où il n'y a pas le responsable, tu es hyper rythmé, tu vas très très vite pour faire de la masse, mais dès que tu as quelqu'un au téléphone, un responsable, là tu changes complètement la règle du jeu. Et là en fait, ton seul but, c'est pas du tout de vendre quoi que ce soit. Le seul but que tu as, puisqu'en fait toi tu appelles évidemment une cible qui a priori le besoin que tu résous. Alors évidemment, tu as une question de contrôle, c'est du style est-ce que dans votre entreprise, vous cherchez de nouveaux clients ou comme notre entreprise, vous êtes à saturation sur l'outil de production, vous n'en avez pas besoin.
Donc si on te dit non, on est à saturation sur l'outil de production, on cherche pas de clients, tu dis bon bah ce que je fais ça va pas vous aider. Si les gens cherchent des clients, là le but c'est pas de lui vendre quoi que ce soit, c'est de créer du relationnel et de lui apporter un truc d'intéressant. Alors il y a plusieurs trucs, il y a l'histoire intéressante en lien avec la prospection, par exemple si c'est le cas d'une formation à la prospection. Et donc là, tu donnes des anecdotes, tu essaies de voir comment ils fonctionnent, mais tu as des trucs intéressants à lui raconter. Alors moi, typiquement, ce que je fais, c'est que je donne des astuces. Je leur donne des astuces qu'ils peuvent utiliser tout de suite. Donc par exemple, quand tu tombes sur un responsable, tu ne demandes pas aux gens s'ils ont 5 minutes, parce que personne n'a 5 minutes. Donc tu poses une question qui est « Bonjour, j'espère que je ne vous dérange pas ». Mais tu n'as pas présenté l'entreprise, tu dis juste « Bonjour Philippe Massol, j'espère que je ne vous dérange pas ». Donc le gars, il n'a pas la moindre idée de pourquoi tu l'appelles. Il aimerait bien savoir, mais la question, elle porte pas s'il fait quelque chose, s'il a du temps, ça on sait qu'il n'en a pas, c'est est-ce qu'on le dérange. Il doit décider tout seul si on le dérange ou pas, avant de savoir pourquoi on est en train de l'appeler. Donc à partir du moment où le gars dit, moi, souvent il réfléchit, il faut le laisser en gros blanc, il réfléchit, il dit ouais non ça va, et au moment où il dit ça va, en fait il vient de décider qu'on le dérange pas, et ça en fait, ça va créer un phénomène psychologique qui s'appelle la persévération dans la décision, qui va avoir comme conséquence que, en réalité, il arrive à s'auto-persuader qu'on ne le dérange pas et il t'accorde beaucoup plus de temps qu'il ne ferait avec d'autres questions. Et là, tu as une énorme liberté. Et ce genre de questions-là, c'est des questions, il y a tout un tas de types de questions de ce type-là que moi j'appelle des créations artificielles de liberté et qui sont des questions qui permettent à la personne de clôturer très vite la discussion. Alors, pour illustrer ça, c'est des trucs importants. Donc là, c'est plutôt une astuce technique qui peut intéresser pas mal d'entrepreneurs. C'est qu'à une époque, Schweppes, ils utilisaient la technique des 3 oui, qui était de se dire, si je pose une question, que quelqu'un dit oui, puis une deuxième question, il dit oui, puis une troisième question, il dit oui, il y a de fortes chances qu'à la 4e question, ils disent oui quand je propose un truc. Et alors, ça donnait des séquences de prospection complètement débiles qui étaient du style, par exemple, tu vends un lave-vaisselle et la personne t'appelle, dit oui, est-ce que vous avez une cuisine? Ben ouais. Vous lavez la vaisselle? Ben ouais. Vous aimez votre vaisselle propre? Ben ouais. Donc vous aimerez sûrement mon lave-vaisselle machin. Et ça rend les gens fous. C'est-à-dire que on te fait cette question cette séquence de questions, t'as juste envie de détriper le mec. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu peux pas répondre non. Tu peux pas dire que t'as pas de cuisine. En fait, t'as envie de dire non, j'ai pas de cuisine juste pour l'emmerder, quoi. Donc les questions de ce type-là, elles n'ont de sens que s'il y a une réelle liberté de dire non. Et alors, c'est assez intéressant parce que dans le cas, par exemple, de formation à la prospection téléphonique, si moi, j'ai besoin de gens qui cherchent de nouveaux clients. Si je posais la question, est-ce que dans votre entreprise, vous cherchez de nouveaux clients? Alors, ceux qui en cherchent pas te disent, ben non, parce que l'outil de production, c'est intéressant, tout ça. Donc là, de toute façon, tu les as pas. Et ceux qui en cherchent, ils te disent, bah ouais, évidemment que j'en cherche. Et ils sont hyper énervés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils imaginent même pas une seconde que quelqu'un ne puisse pas en chercher, parce que on regarde son propre nombril. Et tu crées un énervement, donc tu es obligé de créer une question plus longue pour légitimer la possibilité de ne pas chercher de nouveaux clients. Et c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, est-ce que vous cherchez de nouveaux clients ou comme d'autres, et tu tends le bâton pour qu'on te dise non. Parce que d'un coup, tu as une vraie liberté dans je suis concerné ou pas. Et si tu crées pas artificiellement cette liberté de dire non, tu crées de la réactance et en fait tu vas avoir une espèce de tension. Et la question de départ qui est j'espère que je vous dérange pas, ça fait partie de ces créations de liberté. Et ce que font très mal les gens dans la téléprospection, c'est qu'ils disent oui bonjour et ils posent une question, je sais pas laquelle, et ils enchaînent tout de suite. Et la vraie astuce, c'est que tu attends. C'est-à-dire, j'espère que je vous dérange pas et t'attends. Et alors, ce qui est génial, c'est que des fois, mais t'as des blancs, ça dure 2 secondes, 3 secondes. Et t'as le gars, en fait, il réagit pas. Alors, tu laisses le blanc, t'attends, et le gars, il réagit pas, et t'attends. Et d'un coup, t'as le gars, il te dit, mais vous me posez vraiment la question? Ouais. Si je vous dérange, je vous rappelle plus tard. Et là, d'un coup, mais tu sens le ton de voix qui change, et le mec, il était tendu, tu sentais au bonjour que ça l'emmerde que tu l'appelles. Et là, d'un coup, il se met à réfléchir. Tu as le E et tu l'entends réfléchir. Et il décide si tu le déranges ou pas. Donc, en fait, si tu veux faire de la prospection en B2B sur de la valeur ajoutée et qui est qualitative, t'as des techniques, en fait, qui sont, en fait, fondamentalement, c'est du respect. C'est du respect de l'autre.
Donc d'une part, tu le respectes parce que tu donnes la liberté. Alors certes, ça s'appelle la création artificielle de liberté, c'est de la psychologie. Et ça peut rentrer dans des techniques entre guillemets de manipulation, mais c'est pas le cas parce que tu lui donnes réellement la liberté de ne pas te parler. Ensuite, quand tu lui racontes quelque chose, tu lui parles pas de tes produits. Tu lui parles de trucs qui sont intéressants par rapport à ton produit, mais des fois, ça peut être des trucs qui sont complètement à côté du sujet. Alors ça, c'est ce qu'on appelle en psychologie les techniques de pied dans la bouche. C'est que tu as un sujet qui l'intéresse, tu rebondis sur un truc qu'il a dit. Je sais pas, par exemple, il commence à s'énerver sur le Covid. Il dit « Ouais, j'en ai marre, je suis à Paris, blablabla. » Bah t'enchaînes et tu discutes 10 minutes sur le Covid. Et alors, ce qui est terrible, y compris dans des startups qui vendent en B2B, c'est que moi, ça m'est arrivé. Je suis prospecté. On commence un petit peu à sortir du sujet, je discute avec la nénette, elle dit « Ah mais là je suis désolé mais bon je suis en train de faire une séquence un peu longue avec vous, là on est à 8 minutes, moi j'ai mon boss, alors les mecs ils sont 5 dans la boîte, moi je suis chronométré, il y a un logiciel qui regarde si j'ai tel mot-clé, combien de temps, je suis en train d'exploser mon budget temps, je vais me faire massacrer par ma direction quoi. » La nénette elle prospecte, elle essaie de convaincre des gens d'acheter des abonnements assez chers. Et là, on est en train de lui dire, tu n'as pas le droit de dépasser 3 minutes et de discuter avec les gens. Enfin, pour moi, on est en train de tomber sur la tête. Ça devient n'importe quoi. Et ça, je pense, c'est vachement influencé par la présence de beaucoup de systèmes d'automatisation qui donnent l'impression qu'en fait, il n'y a plus besoin de bosser, il n'y a plus besoin de parler aux gens. Un petit peu comme à l'époque, pour la pub, on disait aux gens, il n'y a plus besoin de faire de prospection. C'est le marketing web qui va faire rentrer des clients directement. Alors, on s'en est remis, hein, ça marche plus trop. En tout cas, partiellement. Il faut que tu convertisses en B2B en particulier. Tu as un alibi, c'est ton automatisation, mais après, il faut que tu travailles le client au corps, il faut que tu crées du lien. Et c'est un autre avantage. C'est que si sur le moment, ce gars-là, il n'a pas ce besoin là tout de suite, comme tu lui as raconté des trucs intéressants, comme tu étais relax, parce qu'en fait, évidemment, l'idée, c'est que dans la dynamique de discussion, tu as la machine à café, quoi.